Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous, et merci d'être là pour cette dernière leçon de l'année. Oui, merci pour votre endurance et pour votre fidélité. Normalement, je pense qu'on devrait le dire à la toute fin, mais je le dis maintenant, parce que vous êtes encore là. Et que l'orateur qui ne s'étonnerait pas de voir du monde devant lui encore, ne mériterait pas, selon moi, d'être écouté. Donc oui, merci, parce qu'au fond, ce que l'on s'inflige, vous et moi, est décidément bien singulier. Enseigner la recherche en train de se faire, c'est, vous le savez, la devise du Collège de France. Et qu'est-ce que ça veut dire, au fond ? Avec sa fausse candeur habituelle, je veux dire sa candeur intraitable et cruelle, Pierre Bourdieu posait d'emblée la question, lors de sa première année au Collège de France, en 1982, ses cours ont paru en 2015 aux éditions du Seuil sous le titre « Sociologie générale ». Mais en fait, le titre de ces leçons était « Cours de sociologie générale ». Ça fait une petite différence parce que la prétention apparente du propos « sociologie générale » était d'emblée atténuée par la modestie du premier mot, court. Et pour Bourdieu, justement, faire court ne consistait pas, ou pas seulement, ou pas principalement, à transmettre des savoirs, mais, disons, à exposer une méthode, ou, si le mot de méthode peut paraître trop pompeux, disons simplement à donner à comprendre des modes de pensée ou des manières de faire. Et au fond, il avait un exemple, je crois, c'était celui de l'enseignement du linguiste Émile Benveniste, qui donnera lieu à ce livre génial et si singulier dans sa forme, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, qui est paru en 1969. Or, quand on dit exposer, ça veut vraiment dire exposer, s'exposer. Tout le contraire, en somme, du modèle triomphant de la rhétorique française, dont Pierre Bourdieu a dévoilé les implications sociologiques en montrant que son chef-d'œuvre absolu et inatteignable, c'était la leçon d'agrégation. Où, à ce moment-là, il fallait faire tout le contraire de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire piétiner, hésiter, renoncer, reprendre, bifurquer. Non, la belle et grande leçon d'agrégation, elle file droit, elle est entêtée, souveraine, elle est animée d'une foi sans faille dans les vertus de la clarté, mais sa clarté ne fait qu'effleurer la vérité. Prononcer une telle leçon, disait-il, c'est travailler à se rendre imparable. Or, faire de la recherche, c'est tout le contraire. Ce n'est pas se parer, à tous les sens du terme, écrivait Bourdieu, c'est s'exposer avec ses points faibles, avec ses faiblesses, avec, au fond, cette idée que, je le cite, une définition du progrès scientifique est précisément qu'on baisse la garde, qu'on peut recevoir des coups. Seulement, voilà, en enseignant la recherche en train de se faire, on s'expose aussi à la contradiction, parce que, au fond, il y a là quelque chose d'un peu fictif. On joue à blanc, comme disait là encore Bourdieu. C'est-à-dire qu'il y a un léger différé. On fait semblant de trouver des idées qu'on a trouvées quelques heures ou quelques jours avant. Mais donc, on ménage quand même des effets, on mime une recherche davantage qu'on la mène. Tout ça, au fond, pour dire que, pardon pour ces propos liminaires déjà mélancoliques, il y a là une définition de l'effort de recherche qui est un effort d'affaiblissement, c'est-à-dire en fait se mettre dans une situation d'ignorance. On dit parfois qu'entendre un cours, c'est se sentir intelligent, c'est donc avoir le sentiment d'une bonne intelligence avec celui qui en fait montre. Et je ne conteste pas l'utilité ou la sincérité de ce sentiment, mais je prétends que l'inverse est aussi vrai, que la recherche consiste à se mettre dans des dispositions telles que l'on puisse, écrivait Bourdieu, se sentir bête, incapable, incompétent, idiot.
Se sentir bête, ça me paraît assez intéressant au moment où, effectivement, beaucoup jouent au plus fin en faisant l'histoire de la bêtise des autres, ce qui est quand même le comble de la misère littéraire, ce qui désigne un affaissement moral et intellectuel qui est en soi un appel à la violence. Mais ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ça, parce que dans l'énumération de Bourdieu, se sentir bête, incapable, incompétent, idiot, c'est le terme d'idiotie qui est le plus riche, puisque l'idiotie du réel dissonne avec la volonté d'en produire une compréhension générale. Et c'est bien cela que j'aurais tenté cette année. Moins une histoire générale des pouvoirs en Europe occidentale, ça c'est le programme général, qu'une grammaire générale de leurs conditions de possibilité, ce que j'ai appelé la semaine dernière les possibles du politique. Grammaire, oui. Grammaire, mais au sens de la grammaire générative, qui est une théorie transformationnelle de la production des énoncés. Et l'on retrouve là, justement, benveniste, et ce qui en procède, ce qui s'autorise de son nom. En matière politique, ces énoncés sont potentiellement infinis. Et il convenait, je crois, cette année, contre une vision unitaire et compacte et robuste de l'époque médiévale ramenée à un système unique de domination, il convenait donc de mettre l'accent sur la variété des temps, des régimes, des expériences. Mais si les énoncés sont infinis, comme dans une langue, cette infinité d'énoncés obéit à quelques règles de transformation élémentaires. Par exemple, celle-ci, que j'ai cherché à approcher dans la 3e leçon consacrée aux conditions religieuses de l'expérience politique, à partir, vous en souvenez peut-être, de l'inventaire de la dissémination politique des solutions grégoriennes que le pouvoir pontifical apportait aux problèmes de gouvernementalité des XIe et XIIe siècles, mais qu'il échouait finalement à maintenir pour lui-même, dans sa main. Donc ça lui échappait, et ces solutions se disséminaient, et donc il y avait effectivement une variété de pouvoirs au lieu du grand tout rêvé par la réforme grégorienne, mais cette variété de pouvoirs, cette profusion d'énoncés de formes politiques, pouvait se ramener à un foyer de productivité unique, donc disons une règle transformationnelle, qui était placée hors du champ politique. Et c'était ce que j'ai appelé, avec Jacques Dallarin, le paradoxe du christianisme médiéval, qui confère de l'autorité à ceux qui comprennent l'indignité du pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est hors du champ politique, mais qui produit une variété de formes politiques à l'intérieur du champ. Ça, c'est une règle, peut-être, ou en tout cas une régularité. Mais il y en a bien d'autres. Et il faudrait évidemment les énoncer, puis les décrire, puis les faire fonctionner avec beaucoup plus de rigueur que ce que je fais là. Et d'ailleurs, ces règles, je ne prétends pas les décrire. J'ai seulement cherché à suggérer la manière dont on pouvait les identifier, les relever. J'ai seulement cherché, au fond, à insister sur le style de recherche qu'impliquait une telle enquête, qui part au fond du constat ou du postulat que ce que l'on retient du passé n'est rien d'autre qu'un amas de réponses à des questions que l'on ne connaît pas. Et si on ne les connaît pas, ce n'est pas précisément parce qu'on ne se les pose plus, mais au contraire, parce qu'elles se posent encore à nous. Et donc on est, au fond, dans l'aveuglement de ce questionnement. C'est un amas, oui, un entassement de formes qui sont orphelines de leur fonction, c'est-à-dire littéralement de rebuts, de brisures, de restes. C'est ainsi qu'on avait envisagé la question liturgique avec Pierre Legendre dans les 2 premières séances consacrées au Laudes Regiae. Donc, je dirais que contrairement à une idée reçue, l'opération historiographique ne consiste pas à questionner le passé, mais à le laisser nous poser des questions, à, au fond, le laisser
prendre des nouvelles de nous. Ça va ou pas trop. Par exemple, l'année dernière, avec cette forme particulière de fiction politique qu'est la novellistica italienne, on avait vu comment elle nous donnait des nouvelles de la tyrannie. La leur, la nôtre. Ça va, pas trop. En matière d'histoire des pouvoirs, il est, je crois, très fécond d'opérer un tel renversement. Si le passé est le réservoir des solutions détachées de leurs problèmes, on a des réponses mais on ne connaît pas les questions, alors écrire l'histoire revient à reconstituer les problèmes dont les formes institutionnelles ou les pratiques politiques dont on garde la trace constituent les solutions qui sont laissées là. C'est ce qu'on appelle l'histoire des problématisations. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que disait Michel Foucault, un historien, c'est quelqu'un qui dit, à une époque, quel est le problème ? Prenons un exemple, puisé dans l'histoire institutionnelle de l'Italie communale. Un exemple qui va me suivre aujourd'hui, parce que vous avez peut-être compris que, pour votre malheur, j'ai aujourd'hui l'humeur récapitulative, donc je vais tout ressaisir, mais enfin, j'ai quand même essayé de le faire à partir de quelque chose. Dans la décennie 1175-1185, plusieurs communes d'Italie centro-septentrionale expérimentent en même temps, dont Milan, Crémone, une forme politique originale qu'on appelle la forme podestataire, donc où on délègue temporairement 1 an, puis 6 mois, le pouvoir à un magistrat étranger à la ville, qu'on appelle le podestat, qu'on choisit parce qu'il est théoriquement étranger aux luttes de faction, qu'on demande effectivement à une ville qu'on choisit, donc on choisit la ville qui va émettre le podestat et la ville, elle, choisit l'homme qui va devenir le podestat ailleurs. Tout cela créant effectivement les conditions d'une itinérance, de magistrats itinérants qui ont pour fonction, pour mission, de rétablir la concorde civile. Bon, ça c'est une expérimentation originale quand même. Confier le pouvoir à un étranger. C'est-à-dire cette forme contrôlée, maîtrisée de ce que la semaine dernière j'avais effectivement appelé l'hétéroctonie. Donner le pouvoir à celui qui n'est pas d'ici. Précisément parce qu'il n'est pas d'ici. Cette expérience singulière ne constitue en rien une solution destinée à gérer des crises exceptionnelles. Mais non, elle s'inscrit dans le jeu normal des institutions urbaines. À quelques exceptions près, Marseille, entre 1221 et 1252, Arles et Avignon à peu près aux mêmes périodes, cette institution du podestat est, disons, spécifique à l'Italie communale. Elle témoigne de son intense politisation et de ses capacités culturelles aussi à dépasser, je dirais, une conflictualité qui est inhérente au jeu politique de la commune. L'histoire des podestats est celle donc d'une institution qui dure. Elle a permis notamment à Jean-Claude Mervigueur de mener une grande enquête prosopographique à la fin des années 90, parue en 2000, en 2 volumes à l'École française de Rome, qui de la fin du XIIe siècle à la moitié du XIVe réussit à saisir près de 6500 charges de magistrats itinérants, soit, selon les estimations, entre 60 et 80% de l'ensemble considéré, et fait véritablement une histoire, on va dire, transcommunale de la commune, qui permet de comprendre l'espace politique des podestats. Donc il s'agit bien d'étudier une expérience politique dans la double dimension spatio-temporelle que j'ai suggérée cette année, sa durabilité et sa scalabilité. Sa durabilité, ça n'appelle pas de commentaire, 12e, 14e siècle, il s'agit bien de ne pas se laisser captiver par l'effervescence d'un possible, mais de considérer la possibilité pour une expérience politique de se répéter et se répétant
de s'installer dans le temps, de vaincre l'oubli, la déception, l'amertume, l'usure. La scalabilité désigne quant à elle, on l'avait défini avec Anat Singh, la capacité d'un système à changer d'échelle tout en maintenant son efficacité. Et c'est important parce qu'on a vu que l'un des arguments les plus courants pour disqualifier une communauté d'expérience comme utopique, c'est-à-dire littéralement pour la rejeter au dehors de l'espace des possibles, dans un non-lieu, c'est de la cantonner, là encore, littéralement. C'est-à-dire dire, ouais, ça marche, mais entre vous. Là, non. C'est une expérience scalable qui s'impose à toute l'Italie communale. Donc, bref, une expérience durable se répète sans se fonder, une expérience scalable s'agrandit sans s'altérer. Et dans les deux cas, ce qui s'éprouve, c'est la possibilité même d'une Italie communale, pas simplement des communes, mais une Italie communale, qui définit donc une portion d'espace et de temps, une Italie communale, dont la circulation des podestats, justement, qui est à la fois réticulaire, archipélagique, pour le reprendre dans les termes qui ont été nôtres cette année, constitue l'armature. Il n'y aurait pas de podestat s'il n'y avait pas à distance une communauté politique et un partage de l'expérience. Et parce qu'il y a des podestats, ce partage de l'expérience se renforce et se raffermit. Ça devient effectivement l'armature. Et cette armature, elle est mobile. C'est intéressant quand même. Ce sont des magistrats itinérants. Ce qui s'éprouve donc, on est bien d'accord que c'est une invention du politique. Pourquoi ? Parce que le podestat, il doit mettre sa science du gouvernement au service de la concorde civique. Il gouverne supra partes, au-dessus des partis. Il est chargé par les partis de pacifier le jeu politique, qui est marqué par la conflictualité. Comme les habitants de Crémone l'écrivent à leur podestat, en réclamant à l'empereur Frédéric II, parce que les empereurs aussi peuvent évidemment s'insérer dans ce jeu, les habitants de Crémone demandent à Frédéric II en 1233 un podestat, parce qu'il s'agit, disent-ils, de régir, unifier, rassembler et conserver. Concrètement, le podestat convoque, préside les réunions des conseils, fait exécuter les sentences, veille à l'ordre public et surtout rend la justice. Comment un étranger parvenait-il à imposer son autorité dans une ville ? Par sa puissance sociale, il ne vient pas seul, il a une troupe, y compris militaire, et surtout par sa maîtrise de l'éloquence civique, cet art de mobiliser les énergies, d'arbitrer les intérêts contradictoires. Donc ce n'est pas simplement une domination, une force, parce que dans l'Italie communale, gouverner, c'est parler, et bien gouverner, c'est bien parler, selon les usages d'une rhétorique que toute une littérature nouvelle, effectivement, alors au service de ces professionnels de la conciliation que sont les podestats, eh bien, met par écrit, c'est ce qu'on appelle l'ars dictaminis, une production textuelle particulière qui emprunte d'ailleurs aux réflexions des clercs sur la discipline de la parole. Donc, l'institution podestataire est bien une expérimentation médiévale qui ressort de l'invention du politique. Donc, on est dans notre sujet. OK ? Bon. Or, cette institution a d'emblée posé aux historiens la question des origines. Les romanistes du début du siècle précédent, tels Enrico Besta, pareil, voyaient dans les podestats italiens, évidemment, des héritiers des consulats, enfin des collèges consulaires antiques. Les communes auraient naturellement repris à leur compte un modèle impérial relevé justement par Frédéric II en Sicile, dans le contexte de renaissance du droit romain bien connu et exemplifié par Kantorowicz, ce rejeu de l'Antiquité gréco-romaine. Donc il y a des podestats comme il y a des consuls, parce qu'il y a un rejeu, au fond, de l'Antiquité gréco-romaine.
renversant la perspective et notant avec raison qu'en fait Frédéric II n'a fait en la matière que se ressaisir à son tour d'une innovation communale, mais qui est au départ communale, et notamment milanaise d'ailleurs, les historiens italiens de la civilisation communale, de Gioacchino Volpe à Giovanni Tabacco, ont défendu longtemps une hypothèse qu'Enrico Artifoni, qui est le meilleur spécialiste effectivement de la rhétorique communale et au-delà de cette institution éloquente des podestats, qualifie cette hypothèse des Italiens, des historiens italiens de, disons, de la moitié du XXe siècle, il la qualifie d'endogène et gradualiste, pour accepter l'idée qu'elle est endogène et pour critiquer le fait qu'elle soit gradualiste, car en réalité, et je pense qu'Artifoni a raison et que l'ensemble des historiens de l'Italie communale le rejoignent à cet égard, il y a là quand même quelque chose de révolutionnaire. Il y a là quelque chose de révolutionnaire, une rupture qui se caractérise au fond par l'alignement et l'articulation de trois effets de seuil, de trois faits majeurs, qui sont premièrement l'élargissement de la base sociale du régime communal, deuxièmement la transformation institutionnelle profonde dont l'existence d'un magistrat unique et étranger ne constitue qu'un des aspects, et troisièmement un changement considérable dans l'exercice du pouvoir, l'exercice administratif du pouvoir, qui se traduit notamment par le gonflement, la rationalisation de la production de l'écrit documentaire. Le gouvernement par l'écrit. En appliquant le style de questionnement que je suggérais tout à l'heure, l'histoire est l'art des problématisations qui mènent de l'archéologie d'une solution à la reconstitution du problème. On parvient à retrouver la question à laquelle l'institution des podestats apportait une réponse. Quel était le problème dans le dernier quart du XIIe siècle? Le problème, c'était une exacerbation de la conflictualité sociale liée à une surchauffe institutionnelle sous la pression sociale qu'exerce le popolo sur une commune consulaire qui, d'une certaine manière, est la poursuite de la domination aristocratique par d'autres moyens. Les consuls, effectivement, tiennent la commune, et les consuls, c'est-à-dire, au fond, l'aristocratie, mais le popolo, d'une certaine manière, n'est pas intégré dans ces organes de gouvernement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une vie politique. Et il presse de l'extérieur. Donc cette solution, d'où la nécessité, effectivement, de trouver quelqu'un d'autre qui va pacifier, mais pacifier en maintenant, effectivement, visible ce bipartisme factieux. Cette solution à un problème durera jusqu'à son propre épuisement. C'est une expérience. En tant que telle, elle est cumulative et réversible. C'est-à-dire qu'elle est cumulative parce qu'elle va, d'une certaine manière, durer, donc accumuler des contradictions, et elle est réversible parce qu'à force, effectivement, de s'alourdir de ses propres contradictions, elle va finir par se renverser et à se retourner contre elle-même. Bon, ça, je l'avais déjà suggéré rapidement et allusivement avec petit exemple, vous savez, des expériences politiques grecques en traitant de l'ostracisme, où, effectivement, le premier cas est attesté en 488, le dernier en 417, et en 417, c'est un démagogue qui est ostracisé grâce à l'entente de deux aristocrates puissants, Nicias et Alcibiade. Donc, j'avais rapidement dit ça parce qu'au fond, l'expérience s'achève, et c'est aussi le cas des podestats, moins par épuisement que par retournement symbolique. C'est-à-dire qu'elle finit par se retourner contre elle-même et par produire des effets qui étaient toujours le contraire de ce pourquoi, au fond, on l'avait inventé, et apporter la réponse à cette question. Mais lorsqu'elle se retourne, elle laisse des vestiges dans le temps politique, des objets, des souvenirs. Et elle nomme également le temps de sa plus grande intensité. Autrement dit,
Découper le temps, c'est le nommer politiquement, et le nommer politiquement, c'est désigner le problème qui se pose à lui, et par conséquent, qui se pose à nous. Les Lumières. Voilà en quoi, durant ces dernières séances, la réflexion sur l'expérimentation médiévale, cet art d'espacer le temps, engageait, sinon une philosophie du temps, du moins une conception générale de la durée, de la temporalité, du rythme, de l'espacement, de l'événement. Et c'est évidemment le cas dans l'Italie communale, puisque le gouvernement des communes italiennes ne se définit pas par la succession des régimes, mais par l'entassement des formes politiques, dont les inventions et les expérimentations successives s'ajoutent sans s'annuler. D'où la consistance sédimentaire des institutions communales qui correspondent à différents moments de leur histoire, mais demeurent en coprésence. On parlera d'une commune consulaire, d'une commune podestataire, d'une commune populaire. Là, je parle effectivement de la commune podestataire, mais c'est parce qu'il y a un podestat, mais les consuls demeurent. Et lorsque le popolo prendra le pouvoir, le podestat demeure. Ce n'est pas comme le passage de la 4e à la 5e République. Les régimes ne s'annulent pas, ils s'accumulent. Et donc, l'épaisseur institutionnelle, la complexité administrative croissante, qui évidemment multiplie les occasions de litige, de recours, de recouvrement, d'exemption qui font la texture ordinaire de la vie politique médiévale, elle traduit en même temps, disons, cette division du travail qui accompagne politiquement, dans une conception weberienne, la modernisation de l'État, parce que la commune populaire, c'est l'accomplissement administratif, effectivement, de la commune. Ça ajoute encore des organes qui compliquent et complètent le dispositif. Mais ça fait signe vers d'autres expériences institutionnelles. Par exemple, la commune populaire, à partir du tournant, disons, du milieu du XIIIe siècle, eh bien, flanque le podestat de son pendant, le capitaine du peuple, qui vient apporter d'autres solutions à d'autres problèmes, mais le podestat demeure, et donc, vous voyez, on a des moments comme ça d'épuisement ou de réversibilité de l'expérience. Or, c'est au moment où l'expérience se retourne que son fonctionnement devient visible. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très banal. C'est-à-dire qu'une institution ne dit rien d'elle-même, sauf lorsqu'elle entre en crise. Alors, effectivement, on peut voir comment ça marche vraiment. Prenons un exemple concret. Le 17 juillet 1268, Comacchio Galuzzi, podestat, renommé, expérimenté, qui venait depuis Bologne gouverner la ville de Todi, alors déchirée par les factions. Ce podestat, donc, n'est pas là depuis 50 jours, cette semaine à peine, qu'il est bousculé par une émeute gibline qui l'oblige à abandonner sa charge. Il y a 300, 500 personnes peut-être qui se sont massées au pied des escaliers qui conduisent à la grande porte du palais communal. Ils ont sorti les enseignes, les étendards frappés de l'aigle impérial. Ils crient des slogans hostiles, fuori, fuori il podestat, dehors, dégage. Le podestat veut prendre la parole, mais dans le vacarme, il ne peut pas se faire entendre, et ce d'autant plus que dans la bagarre, son crieur, on lui a volé sa trompette. Bon. Certains émeutiers commencent à défoncer la porte avec une hache, d'autres amènent des fagots pour y mettre le feu. Bon, la situation est critique, jusqu'à l'arrivée de l'évêque de Todi, qui arrive, entouré du clergé séculier,
des frères du couvent voisin de San Fortunato, et qui, à ce moment-là, a suffisamment d'autorité encore pour exfiltrer le podestat qui va effectivement se réfugier dans le couvent franciscain. L'épisode n'est pas exceptionnel, hein, ça arrive, forcément. Ils viennent arbitrer, il est assez facile de se retourner contre l'arbitre. À mort l'arbitre, quoi. Disons que ce sont les risques du métier de podestat. Mais Comacchio Galuzzi n'est pas n'importe qui. Ils sont podestats de père en fils. Enfin, dans le répertoire prosopographique de Jean-Claude Mervigueur, on en repère une quinzaine. Lui-même, c'est son métier. Alors, il y a des risques du métier, mais c'est quand même humiliant de se faire ainsi rejeter. Et dans cette Italie communale qui est à la fois violente, littérarisée et judiciarisée, évidemment, il va vouloir se venger de cette humiliation. Et le recours à la justice permet effectivement de donner une forme légale à la vengeance. La justice, c'est une forme légitime de la logique vindicatoire, y compris dans le fait que ça prend du temps. C'est-à-dire que ça la forme et la diffère. Alors effectivement, de retour à Bologne, ce professionnel du droit et de la guerre entreprend une procédure judiciaire contre Todi auprès de la curie pontificale. Bon, ça va lui prendre un peu de temps, 23 ans, bon. Mais ça finit par tourner à son avantage, ce qui est bien pour lui, parce que ça rapporte 1700 florins, ce qui est bien pour les historiens aussi, parce qu'une procédure de 23 ans, ça crée de l'archive. Là, en l'occurrence, un beau rouleau de 60 mètres, dont on a conservé 9 beaux morceaux, et Jean-Claude Mervigueur les a étudiés dans un superbe article paru en 1995, sous le titre « Échec au podestat, l'expulsion de Comacchio Galuzzi, podestat de Todi ». Et à partir de cet accroc, on peut tirer le fil qui permet de mieux comprendre la texture politique de l'expérience podestataire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la situation documentaire de la micro-histoire, de la micro-storia. C'est-à-dire que si on a une source normative, on ne connaît que la norme, et encore très mal. Si on a une source qui documente un écart à la norme, on peut raconter l'écart et on connaîtra mieux la norme, parce qu'elle se révèle dans l'écart, justement. Qu'est-ce qu'on comprend mieux ? On comprend mieux que le bipartisme factieux de la commune ombrienne, qui clive la société aristocratique, il n'empêche pas une vie politique à l'extérieur d'elle-même par le popolo. Il y a un équilibre des pouvoirs qui a été instauré par une pacification l'année précédente, opérée par un podestat de grand style et de grand prestige, 1267, le romain Pandolfo Savelli, mais cette pacification, ça ne signifie pas une réconciliation. Ça signifie la coprésence de deux factions aristocratiques, c'est-à-dire un bipartisme. Bon. Sous la pression du popolo, qui lui est exclu des institutions, et donc qui se laisse contaminer par le guelfisme, c'est-à-dire que l'alliance pontificale contre ces aristocrates qui sont culturellement gibelins, alliés de l'empereur, est une manière de revendication pour le popolo. Et c'est donc sur le popolo que le podestat doit s'appuyer. Et c'est pour ça qu'on va chercher un gars de Todi, Galuzzi, qui est un des chefs de file du guelfisme bolonais, pour justement faire pont avec le popolo et gouverner supra partes. Alors, il en a les moyens politiques, je l'ai dit, c'est une grande famille capitanéale, il bénéficie de ce charisme émanant du dominium exercé par une famille où on est podestat de père en fils, et voilà pourquoi cette expérience politique, qui devient effectivement lisible au moment où elle échoue, doit aussi se saisir comme une configuration d'affect, c'est-à-dire dans sa dimension émotionnelle. Un des témoins au procès à Rome dit que Comacchio se lamente
quand on l'a dans le couvent franciscain, une fois qu'il est à l'abri, pleure de rage, frappe ses cuisses et, dit le témoin, il souffre davantage que si tous ses fils étaient morts. Bon. Il a perdu dans cette histoire. Il a perdu de l'argent, parce qu'il obtient évidemment qu'on lui verse son salaire pour 6 mois, mais il ne rentre pas dans son investissement, parce que je veux dire, il est arrivé avec un millès, 12 écuyers, 6 notaires, un cuisinier, c'est toute une familia qui, eux aussi, il faut les payer, et ils devaient se rembourser sur la justice, les droits de justice, qui sont aussi évidemment des prélèvements. Mais au fond, plus profondément, ce qui l'affecte vraiment, c'est l'effondrement de son autorité, c'est la déconfiture de son régimen, c'est l'atteinte portée à son honneur. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit que l'épisode révèle au fond la vulnérabilité d'un gouvernement de techniciens qui ne s'autorisent que de leur expertise, de leur art de faire ou de bien parler. Dès lors que cette expertise dévoile sa nature de morgue sociale, alors rien ne peut effectivement la protéger de la rancœur populaire, parce que ce qui manque à ce régimen, c'est évidemment le rapport de sacralité, c'est-à-dire cette parade infaillible que nous avons définie comme l'humilité souveraine, ce joker de tous les pouvoirs en régime théologico-politique qui permet effectivement de se protéger par leur propre faiblesse. Là, évidemment, ce n'est pas possible. Et donc, l'événement, vous voyez, ouvre une brèche dans le fonctionnement ordinaire de la structure du pouvoir, où se discerne ce qui ne demeurait pas visible auparavant, et c'est cela qui constitue un événement, qui le constitue en événement, qui, au fond, le rend lisible. On est dans le schéma que j'ai tenté d'éprouver avec l'étude du renversement archéologique de Cola di Rienzo en 1347, où la force du soulèvement restaure la lisibilité du passé. Tout devient lisible. Transportons-nous encore quelques siècles plus tard. Nous sommes le 27 janvier 1511, dans l'île de Murano. Nous y sommes en compagnie de Claire Jude de la Rivière, qui analyse l'événement dans son livre « La révolte des boules de neige », Murano face à Venise, 1511, paru en 1214. Il y a un podestat, toujours un podestat, qui sort de sa charge, tandis qu'un autre le remplace. C'est un rituel. C'est le rythme normal, effectivement, de cette institution. Rien de plus banal. La cité, mais sauf que là, c'est une petite cité lagunaire, Murano, qui est sous le gouvernement de Venise. Donc c'est toujours de Venise que vient le podestat. Donc c'est déjà un dérèglement du système. Donc c'est un podestat de Venise qui règle les affaires de cette communauté de pêcheurs et de verriers durant 18 mois. Là, le précédent podestat, qui s'appelait Vitale et Vituri, qui était un patricien, s'est rendu odieux, détestable auprès de ses administrés. Il a rompu en fait l'équilibre de cette soumission négociée qu'acceptent malgré tout les Muranais pour prix de la paix et de la prospérité garantie par la dominante. Donc, et puis en plus, on est en 1511, donc même si on est à Murano, eh bien, au nord de la lagune, on perçoit le murmure de la guerre qui agite la terre ferme, c'est-à-dire la Ligue de Cambrai. Bref, l'île est sous tension, l'hiver a été rude, il a neigé, et pof, d'un campanile qui domine le Campo Santi Maria e Donato, part une boule de neige, et puis on lui balance des boules de neige. C'est pas très grave, hein, mais c'est humiliant. Surtout que c'est accompagné d'une chanson qui est adressée au nouveau podestat, « Chasse ce chien qui a ruiné Murano », le crieur public se mêle au chahut, le cérémonial bascule, et le soir même, à Venise, on commente l'affront fait à Vituri. Alors, est-ce que c'est une révolte ? C'est tout, évidemment, l'enjeu du livre de Claire Jude. Les patriciens préfèrent, évidemment, le neutraliser dans un charivari un peu remuant, après avoir étudié... après avoir entendu témoins et protagonistes de l'affaire, le procès qui s'ensuit n'engage aucune poursuite. La Sérénissime conserve sa sérénité. Et puisqu'il n'y a pas de discours sur la révolte, au fond, il n'y a pas de révolte. Mais donc tout l'art de l'historienne
c'est de se mettre à l'écoute des mots échangés, des gestes, des engagements, en quête des formes politiques de la contestation, qui, pour n'être ni sanglantes ni spectaculaires, n'en sont pas moins tenaces, et qui, au fond, révèlent l'ordinaire de la politisation du peuple. Mais ce qu'on reconnaît ici, c'est le mécanisme de ce que j'ai appelé l'événement rituel. C'est-à-dire que la notion d'expérimentation politique ouvre une fenêtre sur la question de ce que c'est qu'un événement, ou ce qui fait un événement, c'est-à-dire l'événementialité. Pour le dire comme l'historien du contemporain Pierre Laborie, l'événement est ce qui advient à ce qui est déjà advenu. Et donc, il y a moins, au fond, un double fond de la mémoire qui ferait de l'événement une sorte de fiction par contrebande, qu'une duplicité constante entre la régularité du rituel et l'irrégularité de l'événement. Et ça a été aussi, me semble-t-il, ce qu'on a tenté de faire à Canossa en 1077, comme à Calais en 1347. Le travail historique consiste à reconnaître le rituel derrière l'événement, à démaquiller le réel, pour admettre que dans l'ordre réglé du temps médiéval, ce qui fait événement, c'est souvent un loupé, un raté du rituel, et que c'est en prenant effectivement la mesure de ces loupés de la ritualité politique qu'on peut comprendre l'efficience de ce que j'ai proposé d'appeler l'expérimentation rituelle. Donc il s'agissait bien de cela aussi, d'ailleurs, dans l'archéologie textuelle des Laudes Regiae, ces acclamations royales qui nous ont permis d'entendre sonner l'écho lointain des origines liturgiques du gouvernement occidental. Cette enquête de Kantorowicz sur l'anatomie de la gloire fait de la reprise rythmique des louanges royales était, c'est ce que j'ai tenté de montrer, à la fois était un puissant instrument de périodisation et de dépériodisation de l'histoire. Il fallait voir quand est-ce qu'elle se termine, et en fonction de quand cessent les laudes, avec Richard II en 1377, avec Charles Quint en 1530, avec Charles de Habsbourg en 1918, eh bien, effectivement, ça fait 3 fins plausibles pour le Moyen-Âge, petit ou long, et d'une certaine manière aussi 3 finalités à son étude. Dans le premier cas, celui de Richard II, si les laudes s'arrêtent là, alors il faut comprendre que le roi déposé est aussi, pour Kantorowicz, le premier à s'identifier au modèle du Christ souffrant, et donc l'extinction de la louange marquerait l'épuisement précoce de la royauté davidienne. Dans le deuxième, Charles Quint, alors on viserait l'ultime tentative, encore médiévale, de l'impérialisation d'une république monarchique, disons. Et dans le troisième, Charles de Habsbourg, alors elle daterait l'effondrement politique au cœur de l'Europe, dans l'Europe centrale, du dernier lien qu'une monarchie moderne, celle de la couronne d'Autriche, maintenait avec les souverains de l'Empire d'Orient, dont on a compris au fur et à mesure combien c'était déterminant. Donc, ça c'est la question, effectivement, qui nous intéressait au début. Pourquoi des médiévistes ? Peut-être aussi pour nous déniaiser face à ce que Michael Fossel appelle dans un livre récent la récidive, en affrontant la manière dont notre temps hallucine le spectre des années 30. Ce n'est pas que le temps revient, c'est que parfois il récidive, à la fois dans le sens médical et judiciaire du terme. Et voilà pourquoi notre enquête sur l'expérimentation visait paradoxalement à comprendre ce qu'était un archaïsme, et un archaïsme qui risque toujours de récidiver. Un archaïsme, ce n'est pas l'état ancien et inerte d'une histoire qui se sédimente et qui rend invisible ce qui est en dessous. C'est le seuil d'indistinction toujours actif, mais sourdement actif, entre 2 ordres de phénomènes que le temps a séparés. En l'occurrence, ici, le royaume et la gloire, le pouvoir et l'autorité, le roi et le sacerdoce. Alors, Kantorowicz, vous vous en souvenez, faisait de la généalogie de la structure triadique Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, reculait avec elle jusqu'à ce nouage carolingien dans les années 780, entre les formules d'acclamation royale et celles de la litanie des saints,
qui renvoie ultimement à l'expérimentation rituelle, qui est celle de la consécration liturgique du coup d'État de Pépin le Bref en 751, immédiatement contrée par l'invention de la donation de Constantin, le faux le plus célèbre de l'histoire politique, la fiction politique par excellence, puisque cet événement qui n'a pas eu lieu a eu plus d'importance que bien des événements qui ont eu lieu. Bon. Et donc, en étudiant voilà, les sources de 751, du couronnement de Pépin, en se posant, qui toutes, que ce soit le pseudo Frédéguer ou les annales royales, d'abord présentent les choses comme si elles se déroulaient selon l'antique ordo au moment même où l'on impose du nouveau. Suivant l'usage des francs, Pépin fut élu roi, oint par la main de l'archevêque Boniface de sainte mémoire et élevé au trône par les francs à Soissons, lit-on dans les annales royales de Francs, et pseudo-Frédéguer ajoute que cela a été au prix de la soumission des grands. Donc il y a un alignement entre l'élection, la consécration, l'élévation sublimatur du roi et la soumission subjecto des grands. Alors, les historiens débattent, en particulier depuis les hypothèses de Joseph Zemler, qui soutient que le père de Charlemagne n'a été oint qu'une seule fois en 754, et que la tradition textuelle, au fond, fait de deux événements séparés, 751 et 754, un même avènement. Donc, les historiens discutent du rythme de cet événement, de cette confusion entre onction et élection, et au fond, je me reproche de ne pas avoir creusé la question de cette tension constitutive entre onction et élection, c'est-à-dire entre élection divine et élection humaine, qui est l'état archaïque permettant de comprendre non seulement la diversité des pratiques électives dans les sociétés politiques du Moyen-Âge, où, vous l'avez compris, l'élection est la norme et l'hérédité l'exception, mais leur unité dans une commune culture du suffrage qui fait justement aujourd'hui encore, qui fait croire que les communautés politiques sont des sociétés électives. Je songe évidemment ici au travail d'Olivier Christin, qui dans son livre paru en 2014 sous le titre Vox Populi, entreprend de mettre à l'épreuve ce qu'il appelle cet étrange mélange d'anachronisme tranquille et d'ethnocentrisme heureux, qui ne veut considérer qu'une seule origine unique à notre croyance politique dans l'onction électorale de la volonté générale, et cette origine unique serait gréco-romaine, enfin grecque, alors qu'en réalité, effectivement, il y a une grande variété, diversité des pratiques électives médiévales, mais pourvu que, effectivement, on comprenne qu'elles visent cet archaïsme fondateur entre onction et élection, dont nous sommes encore aujourd'hui à notre corps défendant les héritiers maladroits lorsqu'on parle, par exemple, d'une onction électorale. Donc, Ernst Kantorowicz fut un bon guide durant cette année, puisque finalement, puisque c'est un grand historien de l'archaïsme, c'est-à-dire de la théâtralité de ces rejeux qui espacent le temps, c'est-à-dire à la manière shakespearienne qui le fait littéralement sortir de ses gonds. On apprend à la lecture de la biographie de Robert Lerner, dont la traduction française est de toute prochaine publication chez Gallimard, qu'en 1940, au moment où il cherchait des financements pour son étude liturgique qui allait donner les Laudes Regia, on a étudié dans la première séance, Kantorowicz envisageait aussi d'écrire un livre intitulé « Études bourguignonnes », qu'on a étudié dans la dernière séance. Il voulait transformer en volume une conférence donnée en 1939 à Yale sur le terme « Charles le Téméraire et la Renaissance italienne », en étudiant la présence des humanistes italiens à la cour de Bourgogne, et notamment du Vénitien Bembo. Il voulait au fond éloigner ce monde culturel des images convenues du revival chevaleresque, des licornes immaculées et des blancs palefrois, la connaissance de l'histoire antique
d'une certaine manière, fait germer pour lui, dans l'esprit du téméraire, un idéal impérial. Et comparant une médaille de Philippe le Bon à une autre de Charles le Téméraire, il voit dans cette dernière, et c'est la fin de cette conférence, dont le manuscrit est inédit mais que cite Lerner, justement cette ouverture d'une histoire possible. Je le cite, c'est assez beau. Ce n'était plus la splendeur chatoyante de la chevalerie bourguignonne, c'était la renommée universelle et les lauriers de César dont Charles brûlait d'envie. Donc, espacer le temps, partir en quête d'une géographie plus souple et plus dynamique des emplacements politiques, d'une histoire des pouvoirs qui serait ainsi, je dirais, moins cassante, c'est entreprendre une critique générale qui a été, je pense, sous-jacente durant toute cette année, de l'excessive compacité, de l'étouffante robustesse des théorisations historiographiques qui prétendent en rendre compte et qui ramènent le Moyen-Âge à un modèle unique de domination aussi intraitable qu'on puisse l'imaginer. Alors s'il était si intraitable que ça, on peut se poser la question, pourquoi n'a-t-il pas duré jusqu'à nous ? Les enfants parfois demandent, mais pourquoi il n'y a plus de chevaliers dans la rue ? Je ne sais pas. Va demander à ta mère. Non, mais c'est difficile quand même, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une question d'enfant, c'est quoi ? On cesse de se poser des questions d'enfant, non pas parce qu'on a trouvé les réponses, mais parce qu'on est fatigué de se la poser. Donc, en fait, on cesse de se poser des questions d'enfant par renoncement davantage que par sagesse. Pourtant, c'est une question qui se pose. De même qu'elle se pose, on l'a vu, à l'Empire gréco-romain, pourquoi n'a-t-il pas duré ? J'ai tenté, à ma manière, de suggérer quelques pistes de réflexion sur la durabilité et la scalabilité de l'expérience médiévale au sens macroscopique, et ces pistes ne peuvent être que paradoxales et contre-intuitives, comme des chemins qui bifurquent. Je rappelle que 2 ont émergé au cours des précédentes séances, qui demanderaient évidemment à être explorées. La première, je la rappelle rapidement, pose que la relative stabilité des relations de domination au Moyen-Âge résiderait moins dans la rigueur de l'encadrement des hommes qu'au contraire dans leur capacité de s'en extraire. La fuite est possible, donc la contestation est moins impérieuse, exit plutôt que voice. Et voilà pourquoi tout le système de délibération démocratique passe par la coexistence pacifique des forces en présence, l'espacement du dissensus, la bonne distance de la civilité dès qu'on peut fuir. Alors ça va pas, enfin, je veux dire, ça fuit. Et de fait, ce système podestataire, il va trouver son épuisement lorsque cette société du conflit se dégrade en société de l'expulsion, où ceux dont on ne veut pas, on les expulse, on les bannit. Et ça, c'est effectivement une manière, au fond, de dépolitiser une société. Cette première hypothèse, donc, là encore, une analyse comparée des formes délibératives, des lieux de délibération dans l'Europe médiévale, tels que Michel Hébert l'a engagé, devrait pouvoir contribuer à l'étayer. Cette première hypothèse s'articule donc avec une seconde. Le système des pouvoirs tient globalement parce qu'il maintient ouvert la possibilité d'un devenir politique autre qu'il maintient à distance, mais à vue, dans les lointains, dans les fictions, dans les formes hétérotopiques de communauté. Et ces 2 formes paradoxales de la stabilité politique permettent de comprendre par opposition ce qui peut être réellement susceptible de le remettre en cause. On l'a compris en analysant les formes de clôture des expériences communautaires de la réforme religieuse, depuis Grandmont jusqu'à la Trappe de Rancé, c'est que leur portée protestataire ou leur capacité déstabilisatrice réside moins dans la radicalité de la césure, qui sépare, voilà, c'est laboratoire d'une vie autre de la vie commune. Au fond, une société politique tolère très bien l'existence de cette distance faussement subversive des communautés qui fuient au loin ou qui se ferment sur elles-mêmes. Non, la portée protestataire, subversive, de telles expériences, le fait qu'elles peuvent devenir le laboratoire de gouvernementalité d'un autre devenir possible, réside dans leur capacité d'ouvrir un dehors à l'intérieur même de la société, donnant à voir
le témoignage anticipateur d'une alternative plausible, une autre histoire possible. Cet espace autre est alors celui effectivement d'une fiction politique. Voici pourquoi nous étions cette année tel aîné quittant Troie en flammes, tentant de rejoindre une ville sans origine qu'il n'atteint pas, Rome. Voici donc pourquoi nous étions condamnés, sinon à l'errance, du moins à l'instabilité, naviguant dans l'archipel des ressemblances déplacées d'une expérimentation l'autre, de l'Islande à l'Égypte mamelouk, des bourgeois de Calais au roi de Jérusalem, en se risquant même, vous l'avez vu, à quelques incursions japonaises, des Ikki de l'époque médiévale au Matsutake de l'époque contemporaine. Au fond, nous n'avons guère été en Italie, sinon avec Cola di Rienzo au milieu du voyage, et il conviendrait peut-être de ramener tout cela à la maison, à casa, comme disent les marins vénitiens. Mais attention, lorsqu'ils disent « je vais revenir à la maison », ça veut dire qu'ils prennent la mer. Si l'on voulait envisager une telle navigation, cette traversée au long cours serait celle du retour à la cité. Ce titre que j'emprunte à un beau livre de Christiane Clapiche-Dubert est le titre de cette séance et il ne dit pas ce qu'elle a été. Il faudrait alors, mais ce qu'elle pourrait être plus tard peut-être, il faudrait alors envisager que la commune italienne n'est pas une exception, mais une accentuation de l'histoire des pouvoirs dans l'Europe occidentale. Qu'on y voit tout ce que j'ai tenté péniblement de discerner cette année à tâtons, de manière exposée, fragile, incertaine, ne cherchant pas à parer les coups, mais qu'on le voit de manière plus distincte, plus nette, plus exagérée aussi, comme si l'Italie était la loupe de l'Europe, qu'il y avait, oui, un effet de loupe, qu'on se retrouverait, on retrouverait d'ailleurs aisément les 7 règles de l'expérimentation politique définies dans la 4e leçon, celle du 29 janvier, inventée dans les ruines du passé. Je ne vais pas le faire maintenant, mais pour les plus studieux d'entre vous, ceux dont les cahiers sont le plus à jour, ça pourrait être des devoirs de vacances. Vous allez voir, ces 7 règles, la durabilité, l'expérience, le dissensus, etc., ne serait-ce que sur l'expérience podestataire, ça marche très bien. Resterait à comprendre évidemment pourquoi l'Italie communale est un si bon observatoire de la grammaire transformationnelle des expériences politiques européennes. Peut-être faudrait-il alors se souvenir que nous avons commencé notre histoire à Canossa, dans les Apennins enneigés, au temps de la comtesse Mathilde de Toscane, et que ce n'est pas un hasard géographique si l'Italie est le théâtre d'opération du conflit entre les deux universalismes, entre le pape et l'empereur, et le demeure jusqu'au milieu du XVIe siècle, avec ce que l'on appelle les guerres d'Italie. Parce qu'en 1494, lorsque Charles VIII atteint Naples, il voit en Naples le tremplin vers Jérusalem. Et nous sommes encore dans l'horizon onirique des croisades tardives des derniers rois de Jérusalem. Parce qu'en 1499, lorsque Louis XII devient duc de Milan, il trouve à Milan un réservoir de souvenirs souverains qui lui permet d'impérialiser le pouvoir royal. Parce que cette présence de l'Empire doit être appréhendée très précisément, très concrètement, très matériellement, ne serait-ce que dans ses vestiges, dans le cadre urbain. Et on a vu avec Cola di Rienzo, mais pas seulement, combien les villes italiennes, c'est d'une grande banalité que de le dire, les villes italiennes sont en Europe celles où ce décor monumental est le plus visible. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le plus visible? Ça veut dire qu'il est le plus disponible. Ça veut dire qu'effectivement, s'il s'agit d'inventer dans les ruines du passé, là, il y a beaucoup de belles ruines. Et ça a des conséquences politiques concrètes. On l'a vu avec Cola di Rienzo, on l'a seulement suggéré avec Brunelleschi, qui, effectivement, dans les villes en ruine, voit les vies potentielles se lever, les vies potentielles de la ville, tout ce qu'elle aurait pu devenir. Et c'est une épreuve de modernité. Et au fond, c'est en Italie que la théorie des emplacements, que je n'ai fait que suggérer, trouverait une visibilité accrue, directe, aiguë, exagérée, avec sa traduction architecturale.
De plus, cette présence de l'Empire doit être amenée au souvenir efficace de l'Empire gréco-romain, grec de culture, latin d'administration. Je ne parle que de Rome, mais l'Italie est la terre des possibles politiques parce que la présence grecque y est presque constante. Depuis, effectivement, l'implantation byzantine dans l'Italie méridionale, et les monastères grecs y sont des thébaïdes, des espaces autres à partir desquels s'invente, s'oriente l'expérience politique de ces laboratoires de la gouvernementalité que sont les communautés monastiques. Mais cette hétérotopie trouve son pendant à la fin du Moyen-Âge avec l'hétérochronie que suggère la présence des humanistes grecs en Italie centro-septentrionale dès les années 1420-1430. Cette histoire n'aura pas lieu, une renaissance partagée gréco-latine, mais elle permet de rendre compte, justement, d'un devenir possible de l'Europe des savoirs et des pouvoirs. La Renaissance sera oublieuse de ces possibles, on le sait, elle étrécit. L'expérience à la généalogie unique chantée par Pétrarque, toute histoire est éloge de Rome, mais cet étrécissement est peut-être un affaiblissement. Lorsque Comines est à la frontière entre la terre promise que demeure l'État de Bourgogne et la monarchie d'avenir que semble être le royaume de Louis XI, il est à la croisée des chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin, parce qu'il n'y a qu'une seule frontière. Should I stay or should I go? Il y a deux solutions, il n'y en a pas trois. Au contraire, il conviendrait de considérer la gamme étendue des possibilités et des pouvoirs dans l'Italie communale, son polycentrisme, qui ménage une possibilité de fuite, une variété d'expériences, toute la gamme étant représentée des régimes, de la République à la monarchie, en passant par toutes les formes mixtes de gouvernement. Toutes les fuites sont possibles vers l'archipel des Little Italy dans le monde. Et l'unification, là encore, des cultures politiques par l'humanisme aboutit peut-être, c'est en tout cas une hypothèse que j'aimerais pouvoir un jour éprouver, aboutit peut-être au XVe siècle à une... parce que ça rétrécit l'expérience et parce qu'au fond, tout désormais est ramené à un seul même style de gouvernement, eh bien, on peut dire que c'est à ce moment-là que l'Italie devient une proie. Donc, au fond, revenir à Casa, sur la terre et sur la mer, suivre Dante lorsqu'il réécrit l'Énéide, l'écouter chanter l'impossible retour d'Ulysse et l'écouter avec Primo Levi, qui voyait effectivement dans cette Ulysse médiévale qui ne revient pas, puisque Dante ne connaissait pas l'Odyssée, puisque son Ulysse s'abîmait en mer, au-delà des colonnes d'Hercule, et l'entendre avec Primo Levi, ça veut dire effectivement considérer au fond la valeur aussi tragique de cette expérience, retrouver le nouage entre la narrativité et l'expérience politique, oui, ça serait pas mal. Mais le temps nous manque, alors une autre fois peut-être. Merci, à bientôt.